Ça vous dirait d'en savoir un petit peu plus sur Anna Wintour? Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de la grande traîtresse ou la grande, comme vous voulez l'appeler. Je fais un petit peu référence au film Diable s'habille en Prada qui la met vraiment très en négatif, mais ça se trouve dans la vie réelle elle est vraiment l'opposé de Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, tant convoitée, l'une des plus grandes personnalités de la mode qu'on connaît à ce jour, et une des plus influentes, surtout dont je vais vous raconter un petit peu son parcours, comment elle en est arrivée à Vogue et surtout comment elle a eu vraiment l'audace de travailler chez Vogue, comment elle en est arrivée là, voir son parcours et son évolution. Si vous ne connaissez pas Anna Wintour, mais j'en doute, c'est la rédactrice en chef du magazine Vogue américain depuis 1988. Elle vit désormais aujourd'hui à New York, mais elle est née à Londres en 1949 et c'est toujours depuis sa adolescence qu'elle est passionnée de mode. Elle est également directrice artistique de Condé Nast depuis 2013, donc également ceux qui publient Vogue. Donc j'ai évidemment mes petites notes sur mon iPad, si je regarde par là, ne vous inquiétez pas, j'ai mes petites notes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Anna. Et donc elle a toujours été passionnée de mode depuis sa jeune tendre enfance, depuis même l'adolescence. Elle conseillait déjà son père qui travaillait dans le journalisme, donc évidemment ça a quand même pas mal aidé, donc elle avait un peu quelques acquis. Et elle le conseillait déjà car il était le rédacteur de Evening Standard. Donc elle le conseillait surtout comment appâter la jeune génération des années 60 pour qu'ils achètent son journal. Donc elle avait déjà du cran à son jeune âge, donc on savait vraiment que c'était son milieu, qu'elle allait travailler dans le journalisme. Et de plus, à 16 ans, elle quitte l'école pour se consacrer au journalisme. Elle a travaillé pour de nombreux magazines dans les années 70, comme par exemple un magazine qui s'appelle New York et également House & Garden. Et elle est revenue par la suite à Londres pour travailler pour le Vogue britannique, l'homologue du Vogue américain. Tout comme Diana Vreeland qui la précède, Anna Wintour est évidemment devenue une icône de la mode avec évidemment sa coupe au carré qui la caractérise bien aujourd'hui et ses grosses lunettes noires, dont on ne peut pas manquer lors des premiers rangs dans les défilés de mode des Fashion Week. C'est sûr qu'elle ne passe pas inaperçue. Elle est également surnommée de Nuclear Wintour par rapport à son air très froid et son exigence au niveau de ses employés, au niveau de son travail. Donc vraiment elle a ce surnom qui veut dire en français hiver nucléaire. Quand on parle évidemment de Anna Wintour, on ne peut pas ne pas parler de la référence qui a été faite par une de ses anciennes assistantes qui a écrit et qui a également reproduit le film Le Diable s'habille en Prada. Donc Lauren Westbigger était son ancienne assistante personnelle qui a publié en 2003 donc le livre du même nom, et puis par la suite l'adaptation cinématographique a été publiée en 2006 où il raconte vraiment l'enfer qu'elle a vécu au sein de Vogue et vraiment que Anna Wintour est pas la meilleure des bosses. Mais après évidemment Anna Wintour elle n'a pas dit quelque chose sur le mot, elle n'a pas trop commenté par rapport au film. Évidemment qu'est-ce qu'elle aurait pu dire, oui je suis comme ça, ou non le contraire, mais elle n'a pas dit quelque chose de spécial ou de... Donc le rôle de Miranda Priestly serait inspiré de Anna Wintour comme vous l'aurez compris, mais Anna Wintour n'a rien dit ou n'a pas répondu au film à sa sortie, soit disant on l'a même pas vu, mais j'en doute qu'elle ne l'a pas regardé. Et en 2009 il y a également un documentaire qui a été consacré à elle, c'est The September Issue, qui met en avant en fait le numéro de septembre qui est un des plus gros numéros de l'année, qui met en avant les futures tendances, l'avenir de la rentrée, qui est un numéro du magazine où il y a beaucoup de travail, et du coup là il montre un petit peu tous les backstage avec Anna Wintour aux commandes. Mais vous allez me dire, mais moi quand je faisais mes recherches je me suis dit mais comment est-ce que Anna Wintour à seulement 16 ans, donc qui a quitté l'école, a pu se faire un nom au milieu de ce monde de la mode qui est quand même assez fermé pour se le dire. Même si à l'époque c'était peut-être différent d'aujourd'hui vu que ça a évolué, mais c'est vrai que c'est toujours un cercle un petit peu fermé entre guillemets.
comme beaucoup de personnes peuvent se le dire si on n'est pas du milieu, que c'est un peu compliqué de lui rentrer. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme je vous ai dit précédemment, son père Charles Wintour était rédacteur d'un magazine, donc elle avait déjà quelques notions de journalisme, et sa maman était la fille d'un professeur de droit à Harvard. Et sa belle-mère Audrey Slaughter, avec mon accent anglais, elle avait fondé plusieurs magazines dont Honey et Petticoat. Donc moi je les connais pas du tout ces magazines, mais je pense que c'était des magazines assez connus à l'époque. Et donc elle avait quand même du journalisme, ce don dans la famille qu'elle a hérité. Elle a très tôt adopté cette coupe mythique qu'on connaît tous aujourd'hui. À 14 ans, elle s'est revendiquée un peu. Elle était vraiment très rebelle. Elle a même commencé à raccourcir ses jupes de son uniforme. Donc elle avait une école, je crois, un peu privée, très conservatrice, et elle était vraiment contre. Donc elle raccourcissait les jupes, et évidemment elle s'est coupé les cheveux au carré, dont on connaît la coupe aujourd'hui. Et évidemment, Anna a commencé à conquérir le cœur des hommes plus âgés qu'elle très tôt. Par exemple, à 14 ans, elle a eu une brève relation avec l'écrivain Piers Paul Reed. Et à la fin de son adolescence, on la voit aux côtés du rédacteur mondain Nigel Webster. On les voit très souvent lors des soirées londonienne. Évidemment, grâce à l'aide de son père, elle est engagée dans le magasin Biba à seulement 15 ans. Donc c'était un magasin de vêtements très branché, très tendance à l'époque. Des vêtements très pop et très rock des années 60, donc très populaire et tendance. Par la suite, elle arrête ses études pour faire une formation chez Harrods. Par contre, évidemment, ses parents ils étaient contre, car ils voulaient qu'elle poursuive dans les études supérieures. Mais pour elle, la mode ne s'apprenait pas. Elle se disait que la mode ça s'apprend pas, on l'a ou on l'a pas. Donc elle était vraiment déjà très sûre d'elle à seulement 15-16 ans. Évidemment, elle continue à fréquenter des hommes plus âgés qu'elle, comme Richard Neville, qui veut donner un avant-goût du travail d'un magazine avec le magazine Oz. Et elle fait ses premiers pas de journaliste, donc de mode, chez Harper's Bazaar en 1970. Car en effet, le magazine qui vient juste de fusionner avec Queen's pour devenir pendant un temps Harper's et Queen's, recherche des assistantes éditoriales. Elle fait comprendre à ses collègues que son ambition est de devenir rédactrice chez Vogue. Et ouais, elle avait vraiment du cran. Et évidemment, elle utilise ses relations pour la faire travailler avec des photographes reconnus comme Helmut Newton, dont je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Et par la suite, elle se rend à New York avec son compagnon, le journaliste indépendant et playboy John Bradshaw. Donc en 1975, elle rejoint en tant que rédactrice Harper's Bazaar américain, puisque au début elle a commencé évidemment à travailler pour la version britannique, et donc elle s'envole pour New York. Donc elle était d'abord rédactrice mode, pas rédactrice en chef évidemment. Et par contre ses photos, son innovation en fait, elle est un petit peu avant-gardiste, ne plaisent pas du tout à Tony Mazzola qui était le rédacteur en chef de l'époque, et elle se fait licencier au bout de 9 mois. Plusieurs mois plus tard, donc Bradshaw, son petit ami de l'époque, l'aide à trouver un poste au magazine Viva, et c'est à partir de là qu'elle commence à avoir sa première assistante personnelle, et à partir de là qu'elle commence à devenir tyrannique entre guillemets. À créer son personnage de Nuclear Woman, Nuclear Wintour. Évidemment, elle reprend du renfort au niveau du journalisme à partir des années 80, et c'est vraiment là où sa carrière va commencer à exploser, car elle va succéder en tant que rédactrice en chef pour un tout nouveau magazine qui s'appelle Savvy. Donc c'est un tout nouveau magazine qui cherche vraiment à cibler une population donc de jeunes femmes qui sont carriéristes, qui sont indépendantes, qui veulent faire leur propre carrière, leur propre succès. Évidemment c'est un petit peu le même lectorat que va plébisciter par la suite Vogue. Là vraiment on voit toujours qu'elle a cet aspect de l'innovation, de l'avant-gardiste, du futur, que peu de personnes n'arrivent encore à accepter à ce moment là, même dans les années 80 où on se dit bon là peut-être c'était vraiment l'époque où on osait faire des choses, surtout dans le milieu artistique, mais au final elle a vraiment voulu aller jusqu'au bout de ses rêves, de ce qu'elle voulait évidemment aller en tant que rédactrice en chef chez Vogue. Et en parlant de Vogue, donc un collègue à elle qui s'appelle Polly Mellen, un collègue de chez Harper's Bazaar, va lui arranger un entretien avec la rédactrice chez Vogue, qui se prénommait à l'époque Grace Mirabella.
Si vous avez suivi un petit peu mon histoire sur l'histoire de Vogue, la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Et malheureusement, l'entretien il va tourner court parce qu'elle va vite faire comprendre que la place qu'elle veut, c'est celle de Mirabella. En gros, j'arrive et toi tu dégages. Donc pour conclure un petit peu, elle a vraiment fait on va dire, elle était quand même plutôt sûre d'elle, déjà un premier point, mais elle a vraiment su se faire un nom, surtout aux relations qu'elle entretenait avec ses petits amis et également les amis, les collègues qu'elle a pu rencontrer au cours de sa carrière. Et vraiment on a vu que elle a vraiment eu quand même pas mal d'obstacles et elle s'est pas laissée marcher sur les pieds. Elle savait où elle voulait aller, comment, et vraiment son but premier, son but final, c'était être rédactrice en chef chez Vogue, et évidemment ça a fini par payer. Donc quand elle est arrivée à New York, elle s'est fait. Donc lors de son passage à New York, son travail est vite repéré par Alexander Liberman, le directeur de l'édition de Condé Nast, donc celui qui possède Vogue évidemment. En 83, elle devient directrice de la création, donc son poste est spécialement créé pour elle, qui lui permet de doubler son salaire. Ses fonctions ne sont pas clairement définies, mais elles permettent souvent de faire évoluer l'orientation du magazine sans en référer à l'éditrice, donc qui est à l'époque Grace Mirabella, mais qui entraîne quand même des tensions avec les autres journalistes. Et en 85, elle remplace Beatrix Miller au poste de rédactrice en chef de l'édition britannique de Vogue. Et elle prend la direction en avril 86, peu après la naissance de son fils Charlie. Et l'entreprise finance sa maison, sa gouvernante ainsi que de nombreux vols en Concorde. Évidemment, Anna Wintour contribue vraiment à l'évolution, au développement du magazine Vogue britannique, avec toujours cette même lancée, cette même édition vers les femmes carriéristes indépendantes, donc comme elle a fait pour le magazine Sa Vie. Et le travail finit toujours par payer car au bout de 10 mois, Condé Nast transfère Anna Wintour au poste de rédactrice en chef de Vogue. Et vraiment, elle va vraiment aller d'un point fort car le premier maintien, la première couverture donc sous sa rédaction va être avec un maintien noir et c'était vraiment une révolution pour l'époque. Donc le maintien se prénomme Michaela Bercou, donc pour ce tout premier spécial mode. Alors qu'auparavant avec Grace Mirabella, déjà l'aspect du magazine n'était pas du tout le même point de vue que Anna veut mettre en avant. Auparavant c'était plus sur le style de vie, le lifestyle, alors qu'on sait qu'aujourd'hui Vogue c'est plus du tout le Vogue du lifestyle, c'est beaucoup plus centré sur la mode luxe et vraiment sur, comme là on peut voir depuis quelques années, même si là comparer les différents Vogue entre les pays, chacun a encore sa propre édition, il n'y a pas vraiment le même contenu, mais le Vogue américain il est vraiment très élitiste comme Vogue était à ses débuts. Désormais on peut dire que Anna Wintour est vraiment la femme la plus puissante au monde, donc cumulant le poste de rédactrice en chef et nommée donc par la suite, comme je vous ai dit, au poste de directrice artistique chez Condé Nast, donc c'est vraiment des places très importantes et vraiment qui montrent qu'elle est vraiment très importante dans ce milieu. Un petit point un petit peu en culture, je me disais que ce serait intéressant de l'inclure dans la vidéo, c'était ses habitudes de travail qu'on peut même trouver sur internet. Quand j'ai fait mes recherches, il disait que Anna Wintour ne passe jamais trop longtemps lors des soirées, elle est toujours à l'heure, elle arrive chez elle maximum à 22h15, elle se lève très tôt le matin, en général vers 6h. Elle joue au tennis, prend son petit déj, se coiffe et arrive au bureau de Vogue à 8h. Donc elle arrive toujours à l'heure au défilé, donc lorsqu'elle est dans les files d'attente, elle passe des coups de téléphone. Donc elle a toujours quelque chose à faire évidemment, c'est une businesswoman. Et que même ses meilleures idées viennent lors de ses venues au défilé, lors des attentes dans les files. Mais il y avait également un fun fact que je me disais un peu douteux quand même, c'est bizarre qu'elle est toujours là évidemment, tout ce qui est pour gérer le magazine. Elle disait que le photographe doit commencer la séance photo seulement après son approbation, donc elle est vraiment autour de la direction artistique, tout ce qui est photo, la mise en vue, la mise en avant du magazine, tout ce qui est visuel. Mais par contre, soi-disant, elle ne lit pas le magazine. Ça, je me disais, c'est un petit peu bizarre, non? Alors son équipe, soi-disant, jure qu'elle ne lit tout le magazine, tout le contenu avant sa publication.
C'est surtout l'ancien rédacteur Richard Story qui affirmait qu'elle ne lisait jamais ou très rarement le contenu du magazine, et soi-disant qu'elle laisse la tâche de rédaction, comme par exemple pour l'édito, à d'autres, car soi-disant elle n'est pas très douée pour cette tâche-là d'écriture. Soi-disant elle a 3 assistants chez Vogue, mais parfois elle répond à ses téléphones par elle-même. Après bon, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça, mais c'était quand même des infos sympas à connaître. Je me disais à les inclure dans la vidéo. Et pour finir, au niveau de son style vestimentaire, on la voit vraiment très chic, très élégante désormais, alors qu'au tout début, évidemment, dans les plus jeunes années, elle a vraiment un look beaucoup plus décontracté, avec des débardeurs, des jeans assez slim et des vestes en jean de créateur. Mais évidemment, depuis qu'elle est passée au poste rédactrice en chef, elle ne porte quasiment que des robes ou des jupes, on la voit pratiquement jamais en pantalon. Évidemment elle est passée au tailleur Chanel qui ont vraiment d'un cran au niveau de l'exigence vestimentaire, évidemment par rapport à son milieu social. Et elle portait même des tailleurs Chanel au cours de sa grossesse. Évidemment le port de ses lunettes a fait mult de questionnements, car elle les porte même à l'intérieur, donc vous me direz par rapport aux photographes, au flash, la lumière par exemple lors des défilés qui peut être vraiment très agressif pour les yeux, mais soi-disant elle a également un problème héréditaire au niveau des yeux qu'elle a hérité de son père par rapport à sa vision qui est vraiment très faible, donc c'est pour ça qu'elle est constamment dans ses lunettes de soleil, enfin de soleil et de vue à la fois. Il y avait même l'anecdote qu'un des collègues, enfin une personne de Vogue qui était interrogée, qu'en fait elle avait oublié une fois ses lunettes, enfin sa paire de lunettes sur son bureau, que la personne l'avait essayé pour essayer pour style, et que c'était vraiment une vision, une correction très très forte qui a vraiment donné le tournis, donc ça pourrait venir de là qu'elle porte constamment ses lunettes par rapport au problème de vue qu'elle a hérité de son père. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était un peu complète. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai essayé d'abréger au maximum. J'avais déjà parlé de l'histoire de Vogue dans la vidéo consacrée au magazine de Vogue, mais c'est vrai, Anna Wintour on la connaît pas plus que ça, on va dire. Il y a quelques documentaires sur elle, mais pas beaucoup, et je voulais faire mes petites recherches, vous faire une vidéo pour savoir comment elle est arrivée à la place de Vogue, même si c'était vraiment au culot, mais au final par rapport aux relations qu'elle a eues, qu'elle s'est faites en arrivant à New York. Donc au final celui qui rêve, ose et travaille finit toujours par arriver à ses fins, quoi qu'il arrive, car vraiment si on est destiné à faire quelque chose comme par exemple du journalisme, on arrivera à un moment donné par arriver à là où on souhaite être, et vraiment faut pas lâcher, faut pas abandonner, et il faut toujours croire en ses rêves, quoi qu'on vous le dise, car vraiment si c'est ce que vous souhaitez faire, il faut vraiment aller jusqu'au bout du chemin. Je sais que celui-ci ne sera peut-être pas facile, mais il faut pas baisser les bras et surtout y croire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, vos suggestions, d'autres vidéos, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous vois, hein, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné, et à me suivre sur Instagram, à lâcher un like, un petit commentaire, ça aide pour le référencement sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye!